Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce panel de discussion Biodiversité et résilience au changement climatique organisé par SUCO dans le cadre des dialogues pour la biodiversité en marge de la COP 15. Merci d'être présentes et présentes dans cette magnifique salle et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne sur Zoom. Et donc, merci également au collectif COP 15 et tout particulièrement aux équipes des dialogues et à l'équipe Nature Québec. Et nous avons ici aujourd'hui Marianne et Audrey-Jeanne qui sont ici, si vous voulez vous lever pour qu'on puisse vous voir. Salut! Merci, merci. Et donc, merci pour votre appui précieux pour la réalisation de ces dialogues. Et avant toute chose, nous aimerions débuter cette rencontre et reconnaître que nous sommes situés ici à Montréal sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Montréal, en effet, est historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, cet événement est enregistré et nous vous invitons à poser toutes vos questions à la fin de l'événement. Nous allons avoir un moment de questions-réponses. Donc, pour les personnes en ligne aussi, n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment. Ensuite, donc, je me présente, je m'appelle Isabelle Joannette et je suis bachelière en relations internationales et développement, d'où pourquoi mon intérêt pour SUCO, j'ai un grand intérêt pour la coopération internationale et ma relation a commencé avec un mandat à SUCO au niveau de la collecte de fonds et ensuite de fil en aiguille à participer dans les événements et je suis vraiment très enthousiaste de pouvoir animer ce dialogue aujourd'hui. Et nous avons la chance d'être entourés de 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes ici, très inspirants. Et ils vont nous aider à identifier les liens qui existent entre la protection de la biodiversité et la résilience au changement climatique, au travers de 2 luttes concrètes, les semences et les pesticides. Donc, merci à vous 4 d'avoir accepté l'invitation. Et sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Existe-t-il un lien entre la biodiversité et les changements climatiques? Pour répondre à cette question, j'aimerais commencer avec vous, Mawise Untunji, il m'a aidé avec son nom, d'origine bénino-togolaise. Vous dirigez depuis 2010 l'ONG Jeunes volontaires pour l'environnement au Bénin. Et votre travail se concentre sur le développement des projets dans le secteur de l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, l'agroécologie, et l'éducation environnementale. Et M. Mawise, vous revenez tout juste de la COP 27 à Sharm el-Sheikh et on aimerait que vous puissiez nous raconter comment c'était et surtout, trouvez-vous qu'il existe un lien entre ce que vous avez vécu durant la COP 27 et ce qui se déroule actuellement à Montréal pour la COP 15? OK. Merci beaucoup déjà de nous inviter ici. C'est un plaisir de voir tout ce beau monde en milieu de semaine et d'être là. On va essayer de satisfaire votre curiosité. Alors, pour ma part, pour répondre à cette question de façon directe, est-ce qu'il y a un lien entre la biodiversité et les changements climatiques? Je dis, il ne s'agit même pas d'un lien. C'est ces 2 thématiques qui doivent être ensemble, en fait. L'un dépend de l'autre et la dégradation de l'un impacte directement l'autre. Et quand j'explique cela dans les écoles aux plus jeunes, quand je parle de biodiversité, j'explique aux enfants, ce sont les fourmis, ce sont les feuilles, ce sont les petits insectes, ce sont les abeilles. Quand il fait plus chaud, ces petits insectes disparaissent et c'est l'équilibre alimentaire qui est touché. Or, quand on parle de changement climatique, essentiellement dans nos pays du Sud, c'est ressenti par plus de chaleur et donc des inondations.
deux phénomènes qui impactent naturellement la biodiversité. Donc, pour nous, il y a un lien clair entre ces deux thématiques. Et c'est d'ailleurs depuis hier, et j'en parlais encore ce matin, notre plaidoyer dans les mois à venir serait que ces deux conventions travaillent plus ensemble. On ne peut pas parler de changement climatique sans parler de biodiversité et de désertification plus tard, parce qu'on est dans les pays du Sahara. Alors, revenant sur la COP27, est-ce qu'il y a un lien? Alors, il y a une étrange photo entre les deux. Alors, ce matin, Geneviève me disait que les pays du Sud se sont retirés des négociations là pour mettre un peu de pression sur les questions de financement. Alors, pour moi qui reviens de Sharm el-Sheikh, je me dis on aurait dû faire ça peut-être là, parce qu'on a eu les pertes et dommages. C'est ce qui a été servi dans les médias. Ça a été une réussite, la COP. Mais derrière ce phénomène des pertes et dommages, le financement vient d'où? Qui donne les sous? Les pays africains qui se disent, alors vous me permettez cette expression, qui se disent les premières victimes, est-ce qu'elles sont prêtes à mettre elles-mêmes des mécanismes de financement endogènes pour d'abord faire face, premièrement, à ce phénomène ou à cette politique de perte et dommages, quitte à demander des ressources complémentaires? Alors, on est sur des processus hautement politiques, hautement économiques, et à Sharm el-Sheikh, je crois qu'on est parti sur du mi-figue, mi-raisin. On a pris l'habitude en 15 ans de COP de se réjouir des petites avancées, mais on vient avec de très grands espoirs. Et si on tient compte des espoirs qu'on avait en allant en Égypte par rapport aux résultats, je crois qu'on n'a pas eu grand-chose. Mais quand on sait tout ce qu'on a fait pendant 12 mois pour qu'on ait la question des pertes et dommages d'abord à l'agenda en Écosse, ensuite que ce soit intériné aujourd'hui, c'est une réussite. Voilà, je vais m'en arrêter là pour la première question. Super. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Geneviève Talbot. Vous êtes chargée de programme pour le pôle Afrique chez Suco et experte en système alimentaire viable et environnement. Vous avez travaillé de nombreuses années dans les milieux des ONG, au développement et à la gestion de projets et programmes, de même qu'à la recherche et au plaidoyer sur les changements climatiques et les systèmes alimentaires. Donc, Geneviève, partagez-vous la vision de Mawizé? Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous faites naturellement le pont entre biodiversité et changement climatique? Oui, merci Isabelle. Approchez le micro. Oui, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Je vais continuer. Oui, merci Isabelle, puis merci Mawizé. Je pense que Mawizé l'a super bien expliqué, le lien dans les conventions, c'est des conventions qui sont séparées, les négociations se font de façon séparée, les changements climatiques ici, la biodiversité là. Puis cette fois-ci, on est chanceux, je pense, d'une certaine façon, d'avoir certains délégués comme Mawizé qui participent aux deux. Par contre, les équipes de négociation ne sont pas nécessairement les mêmes. Mais sur le terrain, quand on travaille avec les gens, moi, ça fait, bon, vous l'avez dit, 20 ans que je travaille en appui avec des organisations, des ONG du Sud, puis des populations locales, mais cette distinction-là ne se fait pas nécessairement. En fait, ça ne se fait pas du tout. C'est sûr que si vous demandez aux gens, aux paysans, aux populations locales, la biodiversité, les changements climatiques, bon, vous n'aurez peut-être pas une réponse d'universitaires qui vont vous dire oui, nous constatons la perte des plantes endogènes, mais si vous leur parlez de leur stock de poissons, de leurs semences, de leur qu'est-ce qui pousse chez eux, comment ça a changé dans les 20 dernières années, bien là, ils vont vous répondre. Comme le dit Mawizé, ils vont vous parler des insectes, ils vont vous parler des plantes, ils vont vous parler de leur stock de poissons. J'arrive de la Côte d'Ivoire où on a rencontré des associations de mareyeuses avec lesquelles des partenaires de Suco travaillent. Les mareyeuses, c'est les femmes qui fument le poisson. Puis, ce qu'elles nous ont partagé, c'est la diminution des stocks de poissons dans la lagune proche d'Abidjan. Ce qui cause la diminution des stocks de poissons, c'est entre autres les changements climatiques, donc l'acidification des océans, la modification de la salinité des eaux. Fait que ça va faire en sorte que les stocks de poissons diminuent ou varient, ce qui va avoir un impact par la suite sur les plantes qui vont faire la lagune, ce qui a un impact, enfin, sur les moyens de gagne-pain des femmes qui sont là. Donc, quand on leur demande « est-ce qu'il y a un lien ?», elles vont vous dire « oui », mais pas en termes spécifiques de langage qui est utilisé à la COP ou dans les différentes COP négociations. Donc, un des enjeux, c'est vraiment d'arriver à amener ce qui se passe sur le terrain, ce que les gens voient, ce que les gens constatent au sein des négociations, puis dans ces négociations-là. Puis c'est à ce moment-là que des partenaires comme JVE
sont essentiels parce qu'ils font ce pont-là entre ce qui se passe sur le terrain, puis comment on peut le traduire pour que des négociateurs ou des gens qui signent des traités comprennent dans des termes qui sont essentiels. Donc, voilà. Si vous avez encore du temps, si vous voulez. Ah non, ça va. Et maintenant, chaque panéliste a vraiment des choses incroyables à dire et j'aimerais donner la parole à M. Serge Giard. Vous êtes cofondateur et président du conseil d'administration des victimes des pesticides du Québec, producteur laitier puis céréalier en Montérégie. Vous avez reçu un diagnostic de la maladie du Parkinson en 2014, maladie due à votre exposition aux pesticides pendant près de 30 ans de carrière. Engagé dans le milieu communautaire depuis des années, votre témoignage et votre travail de sensibilisation au sujet des pesticides ont contribué à la reconnaissance de la maladie de Parkinson en tant que maladie professionnelle par Québec. Donc, permettez-moi de vous dire un immense bravo pour votre travail incroyable et votre engagement, vraiment. Et en tant qu'agriculteur, nous aimerions savoir si vous faites naturellement le pont entre ces deux enjeux. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer d'exploitation pour travailler dans le bio? Merci pour la présentation. Je vais demander de la patience à l'Assemblée parce que vous allez vite constater que je n'étais pas né pour me parler au micro. Est-ce que vous pourriez justement approcher le micro pour les personnes en ligne? Familiariser davantage. Ben, voyez-vous, la biodiversité et le changement climatique, pour moi, c'est indissociable et c'est nécessaire pour l'humain, la flore, la faune, l'air, l'eau. Les deux sont essentiels à notre survie qui dépend des écosystèmes qui les habitent. Le danger des changements climatiques, c'est la sécheresse, ça veut dire diminution d'aliments à récolter, ça veut dire diminution d'offres dans les supermarchés. Les inondations, là, c'est des pertes totales de récolte. Les travailleurs dans les champs qui travaillent à des températures insupportables. Puis dans les 18 dernières années, il y a eu 17 records de chaleur consécutifs. Alors, on a intérêt à travailler pour améliorer la situation, du moins pour qu'elle n'empire pas. Pourquoi je suis transféré au bio? C'est l'inconfort, c'est paradoxal parce que j'ai attrapé une maladie à cause des pesticides. C'est l'inconfort des pesticides, de travailler avec ça. On utilisait de plus en plus d'engrais chimiques. J'étais inquiet là-dessus. Aussi, le bio protège la santé et l'environnement, ça protège la biodiversité, donc la santé, la nature aussi. C'est ça qui m'a forcé à réfléchir dans ce secteur-là. En 91 et 92, j'ai suivi des cours d'agriculture biologique. J'ai pratiqué sur 2 parcelles par année, sur les 28 parcelles que j'avais, à pratiquer la méthode biologique, c'est-à-dire sans engrais chimiques, sans pesticides, pour constater après 9 ans que les rendements étaient similaires. En 2000, j'ai transféré en bio. J'étais conscient du bienfait du bio pour la santé de celui qui le consomme et pour l'environnement. Le sol est vivant. Au sujet de la vie microbienne dans le sol, dans une cuillerée à table de sol, il y a autant d'êtres vivants qu'il y a d'humains sur Terre. Description du Berry, un grand sage. Un grand sage. Merci. C'est terminé. Super. Et merci beaucoup pour votre partage. Et maintenant que la connexion est faite, j'aimerais orienter la discussion vers des exemples concrets et plus particulièrement les enjeux des semences et des pesticides. 2 luttes qui sont, nous allons le découvrir, au cœur de la protection de l'environnement. Donc, en quoi ces enjeux touchent-ils autant la biodiversité que la lutte au changement climatique? J'aimerais donner la parole à Amandine François,
vous êtes coordonnatrice générale de l'Association Victimes des pesticides du Québec. Fille d'agriculteur, vous êtes particulièrement sensible aux enjeux de la biodiversité et tout particulièrement à la question des pesticides. Après un retour aux études afin d'obtenir une maîtrise en communication, vous vous consacrez désormais à temps plein à la défense des victimes des pesticides. Vraiment un excellent travail, félicitations. Et donc, Amandine, j'aimerais justement vous entendre à ce sujet. Pouvez-vous nous parler du travail des victimes des pesticides du Québec, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si Vous pouvez prendre le temps de bien le... Ouais. Parfait. Donc, Victimes des pesticides du Québec est un organisme à but non lucratif qui a été composé et créé en 2019, en partie grâce à Serge à côté de moi. Il regroupe des agriculteurs et agricultrices, des victimes des pesticides, mais aussi des membres de la société civile qui sont intéressés par le dossier des pesticides. Donc, nos grosses missions sont d'informer les personnes victimes des pesticides, leurs proches, mais aussi le grand public en général, orienter ces personnes dans leur démarche de soins et d'indemnisation, mobiliser toutes les parties prenantes pour prévenir les risques sur la santé associés à l'exposition aux pesticides et faire reconnaître les maladies en tant que maladies professionnelles, comme ça a été le cas pour la maladie de Parkinson, diffuser et rendre accessible la recherche scientifique sur les risques liés aux pesticides et promouvoir des solutions, des alternatives à l'utilisation des pesticides. Donc c'est sûr que c'est un travail important d'un point de vue politique. On essaye d'avoir un travail, donc comme ça a été fait en 2021, pour faire reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle auprès de Québec. En ce moment, on est aussi, on participe activement aux consultations qui sont mises en place par l'ARLA, qui est l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, qui est en ce moment en train de revoir la loi pour la lutte antiparasitaire au Canada. Donc, on a envoyé un mémoire au même titre que les compagnies des pesticides. On travaille aussi à un travail de sensibilisation auprès des ministères et des députés. Et effectivement, il y a aussi un travail considérable auprès des victimes des pesticides. Donc, c'est un travail qui va passer par l'accompagnement des proches des victimes et qui va être une aide aussi pour remplir les formulaires auprès de la CNESST, puisqu'ils sont assez compliqués malgré le fait que la maladie de Parkinson ait été reconnue comme maladie professionnelle. Voilà. Super, merci beaucoup. Et Monsieur Serge, j'aimerais vous partager un article de journal qui a été publié dans la presse en 2013. Donc, le titre « Toujours plus de pesticides à cause du réchauffement climatique ». Donc, je vous montre. Donc, dans l'article, ça sous-entend que l'usage des pesticides pourrait s'expliquer par l'augmentation d'insectes nuisibles dus au réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous? Bien, l'augmentation de la température est sûrement une cause parce que jadis, les insectes qui étaient plus au sud, en fait aux États-Unis, maintenant, à cause du réchauffement climatique, bien, ils résistent aux hivers maintenant. Une cause aussi que j'accuse avec les insectes, c'est la monoculture. Les 50 dernières années, on a pratiqué la monoculture et puis ça concentre les mêmes mauvaises herbes, ça concentre les mêmes insectes. Et puis, dans les 50 dernières années, on a perdu 20 de la fertilité de nos sols. Ça travaille la planète, ça. Les insecticides, ben, on s'en sert, mais à un moment donné, les insectes deviennent résistants. Fait que les insectes résistants, il y a plus de population d'insectes. Ça prend des herbicides plus concentrés. Vous voyez un peu la spirale. Ça fait que la porte de sortie, il n'y a pas d'autre que le pulvérisateur. Les insecticides tuent aussi les bons insectes. Il y a trop peu de population pour qu'on dise, à un moment donné, on se décide à ne pas pulvériser. On décide de laisser aller la nature, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on les a tués, les bons insectes, quand on a tué les mauvais insectes. Dr. Jean Zigby a dit à la Commission parlementaire sur les pesticides que l'humain partage 60 de son génome avec les insectes. Donc, les insecticides
il y a 60 de risque d'avoir une influence sur la santé de l'humain. Pour les autres pesticides, ben, c'est le même procédé. Si on prend par exemple l'herbicide, les mauvaises herbes deviennent de plus en plus résistants. Ça exige plus d'herbicides, sans parler des super mauvaises herbes. Les super mauvaises herbes, ce sont des mauvaises herbes qui ne sont pas touchées d'aucune façon par les pesticides. Ils sont totalement résistants. Quand ça se produit dans une parcelle, il faut détruire la parcelle au complet. Ça veut dire perte de revenus parce qu'il n'y a plus de récolte. La promesse de la venue des OGM, c'était de baisser l'utilisation des pesticides, alors ça a augmenté. C'était d'enrayer la faim dans le monde, ça, ils ont vraiment échoué. Sans connaître les effets des OGM sur l'humain, il n'y a pas d'études sérieuses qui ont été faites. Il y a présence de pesticides dans nos cours d'eau. Il y a des traces dans une partie de notre alimentation, nos fruits, nos légumes. La monoculture est presque une chose du passé. En fait, ça a une tendance actuellement. Là, on a réintroduit une troisième culture qui est le blé. Ça peut être de l'avoine, de l'orge, mais c'est une petite céréale. Pour briser le cycle de la monoculture, ça, on verra le résultat dans 10 ans, mais je vois ça très positif. Les agriculteurs, eux autres, ils voudraient bien faire d'autres cultures, mais il n'y a pas de débouché. Le marché est fait pour maïs, soya. Mais de toute façon, ça n'enlève pas de danger pour la santé humaine à manipuler les pesticides. Mais brisant abrite les coccinelles. Ça, c'est le côté bio, là. C'est leur toit, ça, la haie brise-vent. Exemple, un soya, la production conventionnelle. Conventionnelle, c'est la méthode industrielle, là, ceux qui ne sont pas familiers. À 250 pucerons par plant, on commence à pulvériser avec les herbicides. Moi, dans mon cas, ben, une coccinelle mange jusqu'à 250 pucerons par jour. Ça fait que mes coccinelles qui ont hiverné dans la haie brise-vent, ils se dispersent dans les champs, puis ils nous débarrassent des insectes nuisibles. Il y a une autre chose aussi qui fait qu'on réussit bien, c'est qu'on utilise seulement l'azote nécessaire dans nos cultures. Alors, ça rend les plantes moins succulentes que celles qui sont boostées à l'azote, qui les insectes aiment plus. C'est pas mal tout ce que je peux... Bien, merci beaucoup. On voit que la question est vraiment complexe, puis vous avez donné des détails, ça nous permet d'aller plus en profondeur. Et maintenant, Geneviève, c'est votre tour avec un sujet qu'on le sait vous passionne énormément. Et pourriez-vous nous dire pourquoi et dans quelle mesure la question des semences fait-elle le pont entre la biodiversité et les changements climatiques? Oui. Là, s'il me reste du temps, tu me le diras, je vais en profiter. Parler plus longtemps. Merci. Je pense que ce que Serge a dit, est-ce que je peux vous appeler Serge ou Monsieur Serge? Non, Serge, ça va bien. Serge, ce que Serge a dit, ça présente super bien les enjeux. En fait, la façon dont SUCO, on aborde la biodiversité, c'est vraiment par l'entrée de la grande porte là, des systèmes alimentaires viables. Les systèmes alimentaires viables voient tout à partir de la production, même avant la production, la mise au champ jusqu'à la distribution, consommation finale. Donc, dans tout ce grand symbole-là des systèmes alimentaires viables, une des entrées qui est vraiment concrète, j'allais dire, c'est celle des semences. Ça nous permet vraiment de parler de choses qui sont concrètes puis qui parlent à tout le monde, puis surtout beaucoup, entre autres, aux producteurs, aux productrices, agriculteurs, agricultrices. Même en entrée, j'échangeais avec Serge un peu, puis parce qu'il me disait que ça fait 23 ans que vous êtes maintenant un producteur bio. C'est ça, hein? Oui. Puis je me demandais justement d'où proviennent ces semences. Et ce qu'il me dit, c'est que c'est des semences qui essayent pour le moment d'avoir des semences qui sont
vous avez vos propres semences. Hein? Autosemencement, oui. Autosemencement. Fait que ça nous permet de voir qu'il y a deux systèmes de semences qui existent. Un système d'autosemencement ou ce que nous, on appelle les semences paysannes, qui sont les semences qui sont produites par les champs, in situ, par les gens eux-mêmes. Après ça, tu as d'autres semences qui proviennent du système plus commercial de semences. Puis, je pense que c'est notre délégation jeunesse qui vient d'arriver. Yes, Mon bienvenue, Dieu, bienvenue. C'est donc agréable, pardon. C'est que ces deux systèmes de semences-là coexistent. Puis ces deux systèmes de semences-là qui coexistent, c'est intéressant et nécessaire d'une certaine façon. Je vais vous laisser vous installer. Ouais. Mais oui! Mon Dieu, on a une salle pleine. Donc, juste pour vous mettre en contexte, on a demandé à Geneviève de nous parler des semences et de faire le pont entre la biodiversité et les changements climatiques. C'est ça. Fait que les systèmes de les semences qui sont produites, les semences paysannes sont des semences qui sont produites ou faites là, par les paysannes eux-mêmes, les agriculteurs, agricultrices, dans leur champ. Donc, ils vont partir du début. Mettons, on va prendre le millet. Ils vont planter le millet, puis ils vont tous se garder une parcelle de leur terre pour récupérer les graines de millet, puis les conserver dans des banques de semences, dans des greniers de semences, puis par la suite, les utiliser une autre année d'après. Puis ces semences-là sont super intéressantes et importantes quand on parle de biodiversité parce que c'est des semences qui s'adaptent aux divers contextes, aux divers enjeux. Puis encore une fois, là, j'en profite d'avoir pu parler avec Serge avant. Il me partageait qu'un des enjeux, maintenant, je pense que c'est votre fille, c'est un des enjeux qu'il y a maintenant à aller chercher des semences qui sont peut-être des semences bio quand même, mais qui ne proviennent pas des terres qui sont en ce moment, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement adaptés au contexte, au sol, au lieu dans lesquels pousse ou provient là, le millet ou dans le cas de le lin, le maïs ou ces choses-là. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris, ce que vous m'avez dit? Oui. Puis, entre autres, c'est parce que c'est quelque chose qui est aussi vécu par les groupes avec qui on travaille, les populations locales qui sont les agriculteurs. Donc, le lien entre la biodiversité et les semences, ça en est un en premier, c'est que les semences nous permettent d'avoir différentes sortes de cultures. Ensuite, ça permet surtout d'avoir des cultures qui s'adaptent, qui progressent, qui changent en fonction du sol, du contexte, des lieux dans lesquels elles sont, puis qui représentent vraiment la biodiversité du lieu, qui permettent une certaine adaptation aussi aux variations qui sont amenées par les changements climatiques. Une autre chose, je pense, qui était super importante, qui a été mentionnée, c'est le lien avec les pesticides. Les pesticides, oui, ça a un impact au final, quand on l'utilise sur ce qu'on mange, sur les gens qui les appliquent, mais ça a aussi un impact sur les changements climatiques comme tels en termes d'émissions de GES. Donc, parce qu'on a mentionné l'azote, on a mentionné le nitrate, donc ça a un impact important au niveau des GES. C'est pour ça que le système alimentaire ou le système agro-industriel actuellement va produire environ jusqu'à 30% des GES, mais on inclut tout, là, mais entre autres, en raison de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Donc, c'est quelque chose qui est important, puis qui a aussi un impact négatif sur la biodiversité dans le sens que ça élimine. Là, vous avez utilisé le terme « les mauvais insectes » puis les bons insectes, mais dans une perspective de biodiversité puis de biologie, bien, est-ce qu'il y a vraiment des mauvais puis des bons? Ou bien, tu sais, c'est quoi le rôle de chacun dans un écosystème donné? Ou l'équilibre, oui. Un équilibre, c'est ça. Fait que c'est ça qui devient intéressant quand on pense à la biodiversité. Puis c'est ça, je vais vous dire aussi, merci. Dans les systèmes de semences paysannes, ça produit environ de 80 à 90% des semences utilisées par les paysans proviennent de semences paysannes. Les autres, ils vont souvent venir compenser en achetant des semences chez les semenciers, chez les grands semenciers. Personnellement, moi, j'ai aussi un fermier de famille, là, puis je parlais avec mon fermier de famille de ses semences, puis il me dit, lui, il peut acheter ses semences seulement auprès de 5 personnes, vendeurs de semences. Puis la plupart sont, entre celui qui est biologique, sont situés aux États-Unis. Donc, encore une fois, des semences ne sont pas nécessairement adaptées au contexte d'ici, de chez nous. Donc, tandis que s'il pouvait avoir un système semencier dans sa parcelle ou avec d'autres organisations, d'autres fermiers, bien là, ça serait mieux adapté à leur propre culture et à notre propre sol. Une autre chose que j'ai appris, puis là, ma collègue Linda, qui est aussi ici maintenant, pourrait vous en parler, mais il y a un parc de
patates, de pommes de terre au Pérou. Dans le parc de pommes de terre, c'est un système alimentaire complet, mais entre autres, ils regardent les différentes variétés de pommes de terre. Il y a 3000 sortes de semences de pommes de terre. Je ne sais pas comment ça se fait que chez nous, il y en a 4. Mais c'est quelque chose qui, au niveau de la variété et la diversité biologique, est super important. Ça fait en sorte que quand tu en as une qui meurt, tu en as une autre qui pousse. Puis ça s'adapte. Fait que tu arrives à nourrir une population complète de cette façon-là. Puis surtout, mais pas uniquement surtout, mais aussi à faire vivre les paysans et paysannes d'une façon digne et juste. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis l'autre chose qui est importante, je n'ai pas sonné, c'est je vais prendre un respire même. C'est la signification des semences pour les gens. La signification d'une semence va bien au-delà d'une ressource qu'on met dans un champ. Mais c'est aussi souvent c'est lié à une signification spirituelle ou c'est vu comme étant un être vivant ou quelque chose qui va donner la vie. Puis ça fait un lien entre un individu, un territoire, puis une culture. Ça devient un élément important dans une identité culturelle. Bon, la pomme de terre, on a blagué un peu. Au Pérou, c'est important, mais c'est important chez nous aussi. Le maïs, les 3 sœurs, c'est des choses qui sont importantes. Donc, les semences ont non seulement une signification importante en termes de biodiversité animale et végétale, mais aussi en termes de biodiversité humaine, qui on est, d'où on vient, comment on se structure comme société. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est inquiétant, c'est quand on constate que maintenant, actuellement, là, 5 plantes, puis 10 animaux font 75 de la consommation mondiale. Donc, ça veut dire qu'en termes de diversité humaine, animale et végétale, mais ce n'est pas uniquement en raison des changements climatiques, mais il y a une poussée qui est faite par divers acteurs, on y reviendra, mais pour homogénéiser ce qu'on mange, ce qu'on plante, puis qui on est d'une certaine façon. Ben oui, c'est ce que je pensais. On est ce qu'on mange. Hein? Oui, voilà, exact. Ouais. C'est ça. Et j'aimerais avoir l'avis de Mawissé sur le sujet. On sait qu'il est expert aussi dans ce sujet. Allez-y. Merci. Alors, moi, je vais rebondir sur la question des semences et la façon dont Geneviève en parlait sur le côté spirituel de la chose. Pour moi, qui viens d'un pays d'Afrique, on ne gère pas les semences de façon... voilà, c'est pas stocké. Il y a tout un cérémoniel avec. Quand je parle du Bénin, vous avez la fête de la Gani. C'est une façon de célébrer les semences d'igname qui vont être utilisées la saison prochaine. Quand on vient d'un pays comme le Sénégal, vous avez des fêtes similaires autour du mil où la première bouillie qui sort est bénie. Donc, il y a un lien entre ces terres, entre ces semences et la culture même de ces personnes-là. Mais maintenant, la question des semences, il s'agit du droit des paysans à produire leurs semences. Parce qu'aujourd'hui, les semences sont devenues du domaine de la privatisation sauvage. Ces personnes vous proposent quelque chose qu'on appelle l'UPOV. Et dans nos pays africains, on nous demande, si vous voulez plus de sécurité alimentaire, ratifiez l'UPOV. Et comme nous l'avons dit, dans notre pays, ça a été une campagne un peu chaude il y a il y a 4 ans au Parlement, où nous disions, mais les pays qui ont ratifié l'UPOV ont mis 10 ans à breveter leurs semences à elles, avant d'aller à l'UPOV. Or, ces pays du Sud, pour du coton, pour des cultures de rente, etc., on nous propose l'UPOV. Alors, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle de l'UPOV, c'est... Alors, moi, je caricature beaucoup quand je parle de ces choses-là, parce qu'il faut les ramener, pas tout le temps au niveau universitaire, mais il faut permettre aux gens de les comprendre. C'est un peu, si vous voulez, une petite constitution au niveau des semences qui dit que lorsque vous ratifiez ça dans votre pays, toutes les semences non brevetées dans ce pays deviennent la propriété du privé. Voilà. Ça veut dire que lorsque vous avez, j'ai entendu, 3000 espèces de patates,
supposons que c'est ici au Canada, si vous n'en avez breveté que 2, ça veut dire que dès que le Canada prend l'UPOV, à ce moment, les 3 sont brevetés, mais les 2997 autres espèces reviennent du secteur privé et le paysan qui le produit depuis 60 ans n'a plus le droit de produire ces semences. Donc, il s'agit en réalité du droit de ces personnes de produire leurs semences. Et ça, c'est quelque chose de super important. Alors, quand on parle de biodiversité, ces semences génétiquement modifiées, quand elles en arrivent à être des OGM, tuent, ce que disait Serge, les bons insectes qui sont bonnes pour la plante, mais les mauvaises pour la plante, mais qui sont bonnes pour ces insectes qui étaient mauvaises quelque part. Et c'est là où je parlais tout à l'heure dans mon introduction de la chaîne alimentaire. Certains insectes se nourrissent d'autres, ceux-là apportent quelque chose à la plante et ainsi de suite. J'aimerais terminer sur ce sujet en rappelant quelques chiffres, parce que ça peut paraître un tout petit peu abstrait lorsque on parle de biodiversité. Mais notez ceci, lorsqu'on parle de biodiversité, c'est la moitié du PIB mondial, soit environ 44 milliards de dollars US. Ils dépendent de la biodiversité. Ça signifie qu'on est, certes, voilà, c'est beau, bisounours, on est tous assis ici, biodiversité, mais on est sur des intérêts pas possibles où des gens sont prêts à faire plein de choses pour qu'on ne touche pas un carré de ce qu'ils ont acquis pendant des décennies. Deuxième élément très intéressant, quand on parle de la biodiversité, lors du dernier Forum économique mondial 2021, ils ont fait des études et ils se rendent compte que la perte de la biodiversité est un danger pour l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que vous avez du blé. Au Bénin, le pain n'est pas culturellement lié au Bénin, mais augmenter 1 franc sur le prix du pain, vous avez des marges tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a adopté, comme tu disais, on a perdu un peu cette identité culturelle alimentaire. Donc, le pain s'identifie à plein de pays africains. Mais on ne produit pas du blé en Afrique. La petite guerre en Ukraine, tout le monde a eu augmentation de pain, Sénégal, Mali, Bénin, etc. Et donc, on est sur de l'économie. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de jeunes. Et ce que je dis aux jeunes dans mon pays, il est temps que la jeunesse, alors, jeunes volontaires pour l'environnement, même si on devient vieux volontaire maintenant, c'est intéressant que la jeunesse se passionne de ces sujets économiques, de ces sujets de droit, parce que c'est l'humain. Alors, on parle biodiversité, mais c'est l'humain derrière dont il est question. Quand on est dans un pays du Nord où tout est organisé, on ne se rend pas compte. Mais quand on vient dans les pays où les choses sont un tout petit peu moins organisées, on se rend compte du danger de laisser faire un certain nombre de choses. Je vais m'en arrêter. C'est tellement intéressant. Gardez vos questions. N'oubliez pas, on passe d'un sujet à l'autre, mais vraiment, à la fin, on va pouvoir répondre à vos questions. Chacun apporte des points tellement intéressants. Donc, j'aimerais diriger la discussion maintenant sur l'un des enjeux transversaux que l'on s'intéresse aux questions de biodiversité ou de climat. Où est la place des femmes? Et nous l'avons vu en ce moment avec la COP15, cette question a fait débat. Et pourtant, on le sait, les femmes sont au cœur de la lutte pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, et elles sont les principales affectées par les enjeux des changements climatiques. Donc, j'aimerais vous entendre, chacun d'entre vous, là, sur cette question. Allez-y, aléatoire. Si quelqu'un voudrait commencer, je vous laisse. Bon, je peux y aller, je vais y aller. Merci. Je me lance, je brise la glace. En fait, dans le cadre des semences, donc si on regarde encore dans ce contexte-là, le rôle des femmes est primordial. En fait, même la protection de la biodiversité en général, mais moi, je vais penser dans les systèmes alimentaires puis au niveau des paysannes et des paysans. Les groupes de femmes avec lesquels on travaille, SUCO, sont souvent les femmes vont souvent s'occuper par des cultures qui ne sont pas des cultures de rente. Donc, les cultures, le jardin derrière ou encore des lieux qui sont
un peu hors champ, justement, un peu hors champ, ce qui leur permet de maintenir une biodiversité, certainement en termes de semences. Ce ne sera pas elles qui vont avoir les grands champs de coton, les grands champs de blé, les grandes cultures de rente, où la pression économique est forte et où le contrôle est fort aussi en termes de qu'est-ce qu'on plante. Les femmes ont la responsabilité de nourrir la famille. Donc, ils vont avoir le jardin derrière, ils vont avoir puis de l'autonomie. Fait que c'est là où souvent on va voir la variété dans les semences. Il va y avoir des expérimentations qui vont se faire, puis des choses qui vont se garder. Puis ils sont un peu à l'abri des regards trop imposants ou hors. On ne fait pas partie de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. On ne fait pas partie de... Mais elles deviennent des gardiennes du savoir. Elles deviennent des gardiennes d'une biodiversité puis de semences qu'elles ont dans leur poche ou dans leur grenier ou dans leur arrière-cour. Elles sont importantes. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas arrêter là. C'est pour ça qu'il y a une demande de plus en plus pour inclure, je pense que ça a été inclus maintenant, la cible 22 dans la Convention pour qu'on reconnaisse le rôle des femmes dans la restauration, la protection de la biodiversité, puis que ça ne soit pas juste un rôle qui est un peu caché, mais un rôle dans lequel on met une lumière, puis qui est reconnu, puis qu'elles ont un rôle à jouer, c'est qu'on reconnaisse le plus grand leur rôle à jouer. Mais je pense aussi de... Oui, je peux. Pour donner une image complémentaire, c'est vrai que Geneviève est allée dans le sens des semences. Et ça c'est d'autant plus vrai dans nos pays du Sud, parce qu'effectivement, le petit jardin potager, c'est pour nourrir la maison. Et les cultures de rente, bon, ça ne regarde plus les femmes, alors qu'elles auraient peut-être bien intérêt à mieux gérer l'argent qui rentre de ces cultures de rente. Mais par contre, moi, quand je parle des femmes dans ces questions de changement climatique, j'utilise souvent une image que je vais vous relater. Vous verrez que c'est assez visible. Quand vous prenez des inondations dans un milieu africain, que ce soit, je crois en Amérique du Sud aussi, ça doit être pareil. Quand il y a l'inondation, qu'est-ce qui se passe? Il part le premier. C'est le monsieur qui part le premier. Pas parce qu'il fuit, mais parce qu'il va aller chercher de l'aide. Mais pendant ce temps, qui continue d'être victime? C'est la femme et les enfants. Cette image est très simple pour caricaturer un tout petit peu le phénomène en réalité. Quand il y a feu de brousse, le premier qui part, quelle que soit la raison, positive ou négative, eh bien, elle laisse d'abord femmes et enfants, il laisse d'abord femmes et enfants subir encore quelques heures, quelques jours, le temps qu'ils reviennent. Je l'ai vécu avec un collègue à Goma. Alors, ça n'a pas un lien direct avec les changements climatiques, mais c'était l'éruption volcanique. Et tous les maris sont partis à Goma, la ville, pour chercher de l'aide. Malheureusement, ils ont été coincés parce que la larve a bloqué la route et on ne pouvait plus revenir. Et c'était les femmes et les enfants qui étaient victimes dans les villages, et pas parce que les maris forcément ont souhaité cela, mais ça caricature un peu le rôle des femmes. Et c'est pour ça, depuis quelques années, que ce soit à JVE, que ce soit au réseau climat et développement, on a commencé par dire le rôle des femmes, pas en tant que victimes, mais en tant qu'acteurs de ces questions-là. Et laissez-moi vous dire, quand on parle de négociations climat, ceux qui ont fait ces négociations, ce n'est pas des milieux où vous avez beaucoup de femmes. Ce sont des milieux, excusez-moi de l'expression, encore macho, c'est des hommes, c'est eux qui décident des avancées ou des retards de la planète. Et c'est pour ça, encore une fois, pour pouvoir devenir négociateur climat, malheureusement, c'est des études scientifiques, c'est des études économiques, c'est des études juridiques. Et dans le contexte peut-être africain, ce n'est pas non plus celles-là qui sont celles qui vont faire ces études pour pouvoir devenir décideurs. C'est pour ça, avec les différents points focaux dans mon pays, systématiquement, maintenant, on est en train de pousser pour que les dames puissent occuper les places de discussion, les panels au niveau des questions de changement climatique, parce que c'est d'elles qu'il s'agit et non d'autre chose. Donc, oui, les femmes sont au cœur et je continue de penser. Alors, ça, c'est un peu avec mon regard de quelqu'un qui travaille dans un pays africain, je continue de penser que l'excellente qualité de gestion qu'on connaît aux dames de façon générale, lorsqu'on va les amener dans ces
question de changement climatique, peut-être on n'aurait pas besoin de sortir des négociations, on aurait eu peut-être quelque chose de plus précis parce que quelquefois, elles sont un peu plus sensibles à On ces l'essaye pour questions. la COP16. Voilà. On met Voilà. juste des femmes. Voilà, merci. Merci. Peut-être pour rebondir dessus, dans le dossier des pesticides, il y a un lien direct avec les femmes, malheureusement autant en tant que victime qu'actrice. En tant que victime, en fait, il y a encore peu de données qui existent de manière genrée sur la question des pesticides, mais les dernières données qui sont sorties dans un très bon dossier qui a été fait par Pan-Europe, on a quand même des données, par exemple, sur le sud de l'Asie et l'Afrique subsaharienne. En fait, on considère que sur la totalité des femmes qui travaillent, 60% pour le sud de l'Asie et 70% pour l'Afrique subsaharienne travaillent dans le milieu agricole. Pour ces femmes, malheureusement, elles sont souvent exposées aux pesticides parce qu'elles vont être chargées de faire les épandages de pesticides. Et c'est malheureusement des femmes qui n'ont pas forcément reçu une éducation par rapport à la dangerosité des pesticides. Et j'y reviendrai après, comme il n'y a pas de système mondial en fait, sur la dangerosité des pesticides, c'est quand même compliqué d'avoir une cohésion par rapport à ça. Donc ces femmes sont exposées directement sans savoir à quoi elles s'exposent. Et la deuxième manière dont elles sont exposées, souvent aussi dans ces régions-là, et ça pour le coup, ça pourrait aussi se voir à l'international, c'est que si les femmes sont chargées de tâches plus domestiques, notamment le lavage des vêtements, et on s'expose directement en fait en lavant les vêtements qui ont servi à l'épandage des pesticides. Donc si c'est la femme qui récupère les vêtements de son mari, de son fils, peu importe, pour les laver, elle s'expose directement aux résidus de pesticides qui restent sur ses vêtements. En fait, les conséquences sur les femmes des pesticides, il y en a qui sont très claires, c'est-à-dire cancer du sein et endométriose. On a beaucoup de données qui sortent en fait sur ces maladies en ce moment. Puis l'autre, c'est en cas de grossesse. Les fœtus sont directement exposés aussi et malheureusement, on voit de plus en plus de femmes exposées aux pesticides qui donnent naissance à des enfants qui sont mal formés physiquement ou qui ont des problèmes mentaux liés à cette exposition. Donc là, c'est les cas où on voit les femmes en tant que victimes des pesticides, mais les femmes sont aussi actrices dans ce dossier-là. Donc là, je vais parler plus de ce que je connais, c'est-à-dire le Québec et la France, et de mon expérience en tant que coordinatrice de cette association. En fait, c'est souvent des femmes qui vont nous contacter pour nous parler de leurs problèmes, des problèmes des hommes de leur vie. Donc, ça peut être leur père, leur fils, leur conjoint, leur frère. On a différents points de vue. Et en tant que fille d'agriculteur, je le sais moi-même que c'est pas un milieu où on aime parler de ces problèmes. C'est un milieu qui, je pense qu'on peut le dire, Voilà. désolé Serge, mais qui est encore un peu macho, je pense. Et on n'aime pas trop venir parler de ces problèmes et venir dire qu'on est malade et que l'on souffre. Donc en fait, on a des cas de femmes qui nous appellent pour nous dire, je sais que mon proche ne fera pas le nécessaire, donc moi, je vais prendre contact avec vous parce qu'on a besoin de votre aide. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Malheureusement, le deuxième cas de figure, c'est que les personnes malades, les personnes victimes sont souvent plus en capacité de faire ces démarches-là non plus. Donc, on a un cas en ce moment, par exemple, à l'association d'une fille qui a pris le dossier en main pour son père parce que son père est atteint de la maladie de Parkinson. Malheureusement, sa maladie évolue très rapidement et donc elle est obligée de faire les démarches de reconnaissance de maladie de Parkinson, des démarches qui sont très longues, qui lui sont refusées. Elle est en train de composer un dossier pour aller au tribunal administratif du travail. Là, on est plus dans un cas où la population agricole est quand même assez masculine au Québec, en France. Et donc là, c'est les femmes, en fait, qui vont reprendre un peu ce combat pour le mener pour leurs proches. Et pour finir, peut-être sur une note un peu plus positive, parce que souvent, j'ai des pas très bonnes nouvelles, j'en suis désolée. Mais en fait, on se rend compte aussi avec les données quand même que l'on a actuellement, que dans les pays du Sud, c'est beaucoup les femmes qui prennent aussi un rôle de leader dans ces dossiers-là, qui vont pousser à aller vers des systèmes plus dans l'agroécologie. Et par exemple, on a un exemple en Argentine avec les mères d'Ituzaingó, désolée si je déforme un petit peu le nom. Donc là, c'est des femmes qui se sont rendues compte en fait qu'elles avaient eu des problèmes à leur naissance, donc des bébés mort-nés, des enfants qui sont nés avec des malformations et qui ont réussi en se battant contre leurs maris parfois, contre leurs proches, à mettre en place une association qui a réussi à mettre en place une loi en Argentine qui oblige à une distance de 2500 mètres entre les épandages de pesticides et les habitations. Donc, ça donne un peu d'espoir et on voit que les femmes se battent en tout cas. Je ne sais pas, Serge, si tu veux compléter.
Oui, ben, je constate qu'on travaille dans le même cercle. Excusez-moi, Amandine, pourriez-vous approcher son micro, s'il vous plaît? Je peux peut-être répéter là, ce que Amandine a dit. Mais moi, j'ai marqué les enfants et les femmes enceintes sont surtout à attraper des problèmes parce que les produits chimiques qu'on utilise, ça traverse la barrière placentaire, sont davantage susceptibles de contracter des maladies neurologiques qui sont souvent dégénératives, c'est-à-dire invalidantes. Les enfants et les fœtus ont un cerveau en voie de développement, ce qui rend davantage très sensible à l'absorption des produits chimiques. Ça vient du docteur Norbart. Merci pour avoir complété. Mais j'ai eu vent ici que Maoussé aimerait rebondir sur ce qu'a dit Amandine. Oui, et ce que dit Serge derrière. Alors, ce qui est intéressant, vous avez des données, des informations. Mais quand vous êtes dans la perspective des pays du Sud, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut faire le lien entre les pesticides et les malformations. Parce que malheureusement, on est dans un milieu où quand un enfant est mal formé, c'est la volonté de Dieu. On prend comme ça. On ne va pas chercher forcément la cause. Et j'aimerais donner des exemples pour que ça vous mette en perspective. Quand vous voyez ce combat autour des pesticides ici, où il y a des maladies qui sont reconnues comme des maladies du travail, il n'y a pas ce type de phénomène dans ces pays du Sud. L'ironie, c'est l'année où, je ne sais plus, c'était il y a 2-3 ans, pendant que le glyphosate, alors vous me permettez de donner les noms parce que je donne les noms, était reconnu comme une maladie, enfin, comme un produit dangereux aux États-Unis. Moi, dans mon pays, on en a exporté des tonnes pour le coton. La même année, c'est-à-dire après le journal, c'est-à-dire le ministre qui réceptionne, et juste après, ils font un élément où aux États-Unis, le monsieur gagne son procès. Donc, c'est un peu l'ironie. L'autre élément pour parler du danger femmes-enfants sur ces questions de pesticides, alors, en tout cas pour le Bénin, je sais que le Togo aussi un peu, bref, tous ces pays où l'agriculteur, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui sait lire et écrire. Quand on lui donne des pesticides pour des produits comme le coton, et comme c'est distribué, pas gratuitement, mais c'est dans un système où il paye plus tard, donc il a quand même les pesticides, vous allez retrouver quelquefois ces pesticides sur des aliments comestibles, comme le maïs, et ça, c'est des choses qui existent. Mieux, lorsqu'on va finir avec les pesticides, l'emballage, tout à l'heure, elle disait, on n'a pas quelque chose de mondial sur ces choses-là. L'emballage va servir à quoi? On va laver et on va l'utiliser pour stocker maïs, huile, etc. Et dans les faits divers, vous avez quelquefois des faits divers où c'est une famille empoisonnée parce qu'effectivement, la gourde d'eau qu'on a pris était un ancien emballage de pesticides qui n'a pas été bien nettoyé. Voilà un peu comment ces choses-là se présentent dans ces pays du Sud, et c'est intéressant qu'on le mette en perspective, et pour dire que derrière la biodiversité, c'est toutes ces questions, et on ne peut pas parler de biodiversité, donc, ainsi comme on l'a dit, sans penser à l'homme derrière, parce que c'est le noyau de la biodiversité. Allez-y. Oui, je voulais rebondir, en fait. L'être humain derrière. Mm-hmm. L'homme avec l'être humain. Oui, être humain, wow, bon. Merci, Maoussé, d'accepter. Je veux rebondir là-dessus parce que c'est vraiment, vous avez vraiment ouvert un sujet super intéressant. En fait, puis aussi, bon, déjà la position de départ, là, les pesticides, on n'en veut pas. OK? Mais en plus, il y a certains pesticides, puis là, Maoussé me fait mention du glyphosate en particulier, mais il y a certains pesticides qui sont interdits chez nous ou homologués à tout le moins ici au Canada ou en Europe, dans l'Union européenne. Mais au niveau de l'Afrique, puis je connais moins les Amériques, mais c'est peut-être la même chose, ils ne sont soit pas homologués, donc on n'en entend pas parler, ou sont permis. Donc, des éléments qui sont interdits chez nous
ou qui sont en voie d'être interdits chez nous sont encore utilisés dans les cultures puis de façon, oui, à grande échelle en Afrique de l'Ouest, assurément, avec des conséquences graves pour les gens qui les utilisent, pour les gens qui les consomment, puis pour la biodiversité autour. Fait que ça, c'est un point que je veux renforcer parce que c'est vraiment important. Puis on voit aussi en termes de semences un lien entre l'UPOV, là, l'UPOV, ça, c'est l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. L'Union internationale pour l'obtention l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, donc où on met là, des brevets sur les gènes des semences. Puis, étonnamment, ceux qui poussent beaucoup pour ça vont être des grandes compagnies de l'agro-industrie, mais aussi de l'agro-pharmaceutique. Donc, on voit des liens entre ça, puis ces grandes industries-là sont aussi ceux et celles qui vendent des pesticides puis des engrais pour permettre à ces semences-là de pousser puis d'aller de l'avant. Donc, il y a un lien. Ce n'est pas des choses qui sont en silo, les semences et les pesticides, mais au contraire, avec l'UPOV, ça crée des liens entre eux qui font en sorte que ça se renforce l'un l'autre. Donc, voilà, je me suis perdue en chemin. Tellement intéressant. Alors, je change un peu le sujet. On va aller dans une autre voie, mais rappelez-vous, gardez vos questions pour chacun des thèmes. Alors, revenons à la COP 15. Quel rôle attendez-vous de cette conférence et pourquoi était-il important pour vous d'y participer? Je peux peut-être prendre la parole, juste parce que ça me fera rebondir justement sur ce que Geneviève disait juste avant. En fait, nous, notre demande principale pour la COP15, c'est justement d'avoir un système mondial cohérent par rapport aux pesticides. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun accord international contraignant qui réglemente spécifiquement les risques liés aux pesticides. Et il n'existe surtout aucune liste officielle des pesticides hautement dangereux, ce qui est un véritable problème puisque ça crée la situation que Geneviève vient d'expliquer, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de liste officielle, les personnes à qui ça en profite, c'est les compagnies de l'industrie des pesticides. Et vous inquiétez pas, ils en profitent pleinement et grandement. Ils en sont très contents. Et ça crée des situations comme, par exemple, en 2018, on pense, les données montrent que 40% de tous les pesticides utilisés au Mali étaient hautement dangereux. Ces pesticides-là sont pour la plupart interdits dans les pays d'où ils sont exportés. Et ça crée des situations où l'Union européenne, qui a été à un moment vraiment pointée du doigt pour dire bravo, quel exemple, ils interdisent beaucoup de pesticides hautement dangereux, mais l'Union européenne, pendant des années, et encore aujourd'hui, continue à exporter ces pesticides interdits sur leur territoire dans les pays, principalement les pays du Sud. Pour donner un exemple, donc la France, qui là aussi a fait beaucoup de communication par rapport à ça, a fait passer au 1er janvier 2022 une loi pour faire interdire ce genre de pratiques-là. Donc normalement, on ne devrait plus, depuis la France, exporter des pesticides interdits sur le territoire. Comme c'est une loi qui est mise en place depuis bientôt 1 an, il y a encore des failles dans cette loi. Là aussi, ne vous inquiétez pas, les compagnies sont bien assez fortes et équipées pour savoir comment passer à travers ces failles. Donc, même si ça a beaucoup diminué, on compte encore aujourd'hui à 7500 tonnes de pesticides interdits qui ont été exportés de la France vers le Brésil, l'Ukraine, la Russie, le Mexique, l'Inde et l'Algérie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment extrêmement problématique. Et ces situations, ça va encore plus loin parce qu'en fait, elles vont à l'encontre d'accords qui sont passés dans ces pays. Donc là, c'est malheureusement un exemple aussi des pays occidentaux qui se permettent un petit peu parfois de faire ce qu'ils veulent. Donc, on va à l'encontre notamment de la Convention de Bamako en Afrique et l'accord centra-américain qui, ces conventions-là, interdisent l'importation de déchets dangereux sur leur territoire, mais en continuant d'exporter nos pesticides interdits dans nos territoires là-bas, on va complètement à l'encontre de, normalement, droits internationaux. Donc, juste pour finir, je voudrais donner un exemple, puis j'ai un graphique qui montre un peu sur le nombre de pesticides dans les pays, en fait. Et on voit, par exemple, dans le sud de l'Asie, 180 303 500, ça, c'est le nombre de victimes d'intoxication aiguë aux pesticides. Donc, en fait, pour donner un chiffre qui, je trouve, parle vraiment bien, il y a 385 millions de victimes d'intoxication aiguë aux pesticides par an. Sur ces 385 millions, 95% de ces victimes sont dans les pays du Sud. Voilà. Donc, en fait, la COP15, normalement, est justement censée réglementer ça. On voit que c'est les gouvernements qui doivent prendre une décision. Malheureusement, c'est un peu moins vous et moi qui pouvons faire une grosse différence. Donc, voilà notre demande envers la COP15.
Mais il faut en parler, hein? C'est pour ça qu'on est là. Quelqu'un d'autre? Je vais y aller, puis je vais laisser le mot de la fin à Serge ou Maoussi, peut-être. En tout cas, pour cette partie-là. Nous, une des cibles qui est très certainement intéressante à suivre, là, c'est la cible 10 qui concerne l'agriculture et les forêts. Puis une des demandes dans les nombreuses coalitions là, dans lesquelles on est, entre autres, mais c'est l'inclusion d'une perspective plus large sur qu'est-ce qu'on veut dire par agriculture, donc l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, vous l'avez mentionné, mais aussi travaille là-dedans aussi, mais c'est toute l'idée c'est pas uniquement de la production biologique, mais c'est une vision d'ensemble sur un système alimentaire qui va bon, je me répète, la mode de production, oui, si possible, biologique, mais on exige, c'est pas quelque chose qui est exigé, c'est une transition vers vers des pratiques biologiques, mais aussi des semences qui sont diversifiées, des marchés locaux, la participation des femmes, une redistribution de la richesse au sein de la communauté. Donc, une vision un peu territorialisée d'un système alimentaire. Fait que dans l'idée d'inclure cette cible-là dans ce terme-là d'agroécologie, ça nous permet d'avoir une reconnaissance du rôle de l'agriculture dans la conservation de la biodiversité puis dans la restauration de la biodiversité aussi. Donc, parce que souvent, quand on va penser à la biodiversité, puis on va penser au monde sauvage, à la jungle, aux océans, mais pas nécessairement à nos champs en arrière, ou même en avant. Mais alors que, sérieusement, dans les modes de production agricole, il y a un rôle à jouer dans la conservation et dans la promotion de la biodiversité. Puis ça passe par une modification des systèmes alimentaires, puis une des revendications qui est faite par les différents groupes, c'est d'inclure cette reconnaissance-là dans la cible 10. Ça, c'est un enjeu qu'on va regarder. Puis bien sûr, tout le rôle, la promotion des femmes dans la protection de la restauration de la biodiversité, donc la cible 22, mais aussi que ça soit mis de façon transversale. Je vais finir par m'asseoir en avant, je pense, j'avance à tous les points. OK, on recule. Mais le rôle des femmes dans la biodiversité, dans la promotion de la biodiversité, puis dans la mise en œuvre de cette biodiversité-là aussi. Je voulais partager aussi moi, j'ai vécu aux Philippines quelques années, puis pendant que j'étais là, il y a eu plusieurs enfants qui ont été empoisonnés par des gâteaux de riz pour exactement ce que disait Maoussé, c'est que c'était conservé, la farine de riz était conservée dans des bocaux qui avaient déjà contenu des engrais chimiques, puis ça s'est imprégné dans la farine, puis les enfants sont morts pour avoir mangé ça. Donc, les impacts des pesticides ou des engrais chimiques, c'est pas juste, c'est aussi indirect. Puis ça aussi, c'est important à tenir compte. Un autre point sur lequel je vais revenir, c'est les données, parce qu'Amandine a fait référence souvent à ces données-là, puis je veux renforcer le point de Maoussé. Ces données-là sont pas si faciles que ça à trouver dans nos pays d'intervention, dans les Suds en général. Puis c'est important d'avoir ces données-là parce que quand on fait du plaidoyer, comme on est en train de faire en ce moment, pour avoir une réelle portée, pour avoir une portée puis que les négociateurs nous écoutent, il faut être capable de documenter, que ce soit du fact-based evidence. Puis ça, c'est par les données. Mais pour avoir les données, il faut appuyer les gens des Suds pour qu'ils soient en mesure financièrement, parce qu'ils ont les capacités, mais en mesure financièrement d'aller chercher ces informations-là, puis que nous, on puisse les utiliser dans le plaidoyer qu'on fait, puis eux aussi, mais que ça soit basé sur des données qui sont justes. Voilà, merci. Peut-être Serge et Maouzé, peut-être rapidement pour aller vers un dernier sujet. Oui, pour notre participation à cette COP, on a plusieurs attentes. Alors, Geneviève a parlé de l'implication des femmes, mais l'autre question qu'on avait, c'était l'implication des jeunes. Parce que, alors, si je caricature, hein, on est à la situation Convention changement climatique pré-Copenhague. On est un peu dans la même situation avec la Convention biodiversité. C'est-à-dire les médias n'en parlent presque pas. Alors, il n'aurait pas eu cette conférence ici à Montréal que personne peut-être n'en parlerait. Bon, merci à Montréal d'avoir accueilli, parce que s'il fallait aller en Chine, personne n'aurait envie d'y aller et ce n'était pas sûr qu'on en parlerait. Donc aujourd'hui, pour nous, en tant qu'organisation de jeunesse, il faut que les gens parlent plus de cette question de la Convention autour de la biodiversité. Déjà, on salue le titre ou le thème de la Convention qui dit « Civilisation
écologique, construire un avenir partagé pour toute vie sur Terre. C'est très beau comme thème. Mais dans les actions, là, mardi prochain, est-ce que effectivement les décisions qui vont sortir de là sont dans cette logique-là de ce thème qu'ils ont très bien choisi? On n'a rien demandé. C'est eux qui ont choisi. Et c'est pour ça qu'on veut qu'ils fassent des efforts. Deuxième chose que nous demandons, c'est l'inclusion du local, le bottom-up. Beaucoup de décisions sont prises par le haut, autant dans le sud que dans le nord. Les populations suivent. Mais il faut qu'on mette en place que les paysans, les agriculteurs, ceux qui sont dans leur champ, qui puissent remonter. Et c'est intéressant la question des données, qu'on puisse trouver des modèles qui permettent d'écouter ces personnes. Et comme nous disons dans nos pays du Sud, ils n'ont pas fait l'université Cheikh Anta Diop, l'université du Bénin, comme je les appelle, mais ils ont fait l'université de la Terre. Ils ont bac plus 40, bac plus 30. Il faut les écouter. Et ça, quand on comprend ça, ça change la donne. Et le dernier élément, en tout cas, j'ai le document, je pourrais le partager. On veut exhorter aussi les partis à avoir un plan ambitieux clair. L'accord de Paris, on peut dire ce qu'on veut, c'est clair. Lorsqu'un pays a dit « j'en sors », vous avez vu tout le tollé. Mais désertification, alors je fais extrapolation, mais désertification, biodiversité, silence radio. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, c'est important que sur ces deux questions, on ait quelque chose de contraignant qui permet aux gens de savoir qu'on ne peut plus faire n'importe quoi parce que le monde les regarde. Que vous vouliez... Je peux procéder? Oui. Oui. Pour la COP 15, est-ce que vous vouliez Ben, dire vos attentes? Je crois que je viens de constater que je suis dans le champ, là. Pas trop. Mais alors, je vais vous poser une question que je sais vous allez avoir une réponse, c'est sûr. Donc, c'est très important pour Suco, pour tous, que notre public qui vient ici aujourd'hui et ceux qui sont en ligne puissent partir avec des idées claires de solutions, être encouragés. C'est vraiment ça l'important. On a beau parler, mais il faut passer à l'action. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous puisse partager vos bonnes pratiques et qu'est-ce que vous souhaiteriez là, vraiment mettre de l'avant de votre savoir. On veut pouvoir participer, connaître et partir avec de bonnes idées. Non. Battez-vous pas, s'il vous plaît. Je vais y aller, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup. Non? OK. Non, on veut savoir. C'est intéressant. Vous êtes fin, monsieur Serge, merci. Ben, peut-être parler de deux projets précisément là, qu'on a, parce que c'est de cette façon-là dont Suco vraiment les bonnes pratiques, peut-être, appuie la biodiversité puis souhaite la mettre en œuvre, là. Entre autres, on a un projet avec le réseau de promotion de l'agroécologie au Nicaragua, qui est un projet avec les paysannes sur des semences, justement. Donc, on travaille dans ce projet-là, c'est, mon Dieu, je vais faire la traduction libre, OK? Souveraineté alimentaire et leadership féminin. Là, je regarde ma collègue Linda, c'est correct? Super. Voilà. C'est un projet dont l'objectif, c'est de renforcer les banques de semences déjà existantes là, dans les communautés, puis le leadership des femmes dans ces semences-là. Donc, ça revient à ce que tu me demandais tout à l'heure, Isabelle, sur c'est quoi le rôle des femmes. Mais nous, vraiment, Suco, on travaille, dans le cas de ce projet-là, avec des groupes de femmes, puis comment renforcer les banques de semences qui sont déjà existantes dans ce milieu-là. On a un projet qui est différent, mais somme toute similaire, en Côte d'Ivoire, avec les JVE, Jeunes volontaires pour l'environnement de la Côte d'Ivoire, sur les rizières, entre la culture du riz, de façon agroécologique. Puis dans tout ce cycle-là de l'agroécologie, ben, il y a aussi les semences. Donc, une partie de leur parcelle qui est consacrée à la récolte de semences du riz, qui conservent dans un grenier, puis qui par la suite pourront réutiliser pour planter. Ce que je voulais mentionner en termes de... Fait que ça, c'est des exemples. J'ai pris deux exemples de projets qu'on a, mais c'est des projets qui sont... C'est ce type de projet-là qu'on appuie souvent et qui sont mis de l'avant en termes de sauvegarde de la biodiversité, puis qui sont concrets, qui se font concrètement, puis qui ont un impact réel pour que les populations mangent, puis dans la sauvegarde de la biodiversité aussi, dans la variété des semences. Mais aussi le dit, les pays n'ont pas signé l'UPOV, ce qui leur permet d'avoir encore
des marchés de semences, puis d'échanger leurs semences par la suite. Puis nous, SUCO, on encourage ce genre d'économie, là. Il y a quand on parle d'économie, on peut penser à différents modèles, mais ces échanges de semences-là, ces lieux de troc, ces lieux d'échange, c'est aussi de l'économie. Puis c'est une économie, c'est un modèle économique qui est intéressant et viable pour tous et toutes. Voilà. Justement, ça, c'est des projets qui sont bâtis, mais comment chaque individu peut participer à faire avancer ces causes-là, en fait? Ben, je pense devenir membre de SUCO, entre autres. Là, je pense que les jeunes de SUCO les jeunes de la transition vont aussi parler il y a des choses qu'on peut faire en changeant nos modes de vie, qu'est-ce qu'on mange, où on achète, comment on mange, comment on vit. Bon, fait que toute cette transition-là que nous, on fait dans notre propre vie, je pense que pour les gens au Canada, c'est important. C'est quand on parle quand je vais en Afrique, là, puis je parle de décroissance, je me fais regarder avec des gros yeux, mais chez nous, je pense que c'est possible, c'est des choses qu'on peut faire puis qu'on peut mettre de l'avant dans la sobriété. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est à la portée des gens. Je pense aussi participer à la COP, s'informer, demander, exiger des modifications dans des lois, dans des façons de faire. C'est d'autres façons d'avoir des modifications qui sont claires, mais aussi s'assurer que ce qu'on consomme, ce qu'on achète, ce qu'on mange, ben, fait la promotion de la biodiversité aussi. Super, merci. Les solutions, les bonnes pratiques. Qu'avez-vous à nous partager avec vos expériences? Mes bonnes pratiques, moi, sont en biologique. On fertilise les cultures avec des engrais verts, des plantes intercalaires, des plantes accompagnatrices, des cultures couvertures qu'on sème une année, puis l'année suivante, ça nourrit la culture pour 60% des besoins de la culture. L'autre 40% est fertilisé par des engrais organiques. Ces engrais verts-là sont des semences de graminées, de légumineuses ou de crucifères qui améliorent la structure du sol, fertilisent en azote, soutirent des éléments du sol que la culture elle-même n'est pas capable de faire, entre autres pour les crucifères, que la culture, et puis ces engrais verts-là sont semés au mois d'août, après une récolte de céréales, par exemple, et puis pour fertiliser l'année suivante. Sur la ferme, j'ai 3,8 km de haies brise-vent, qui est composé de chênes, frênes, pins, épinettes, mélèzes, qui abrite 23 nichoirs d'hirondelles bicolores, une espèce menacée, qui a été supervisée pendant 9 ans par l'Université de Sherbrooke. Malheureusement, ils ont cessé depuis la pandémie, puis ils ne reprendront pas. Alors, je veille du mieux de mes connaissances. J'ai 2 dortoirs à chauve-souris. Une espèce est en voie de disparition à cause du syndrome du museau blanc. La haie brise-vent, maintenant, elle a 19 ans. Elle abrite coccinelle, comme je vous parlais tantôt pour les réserver culture, des oiseaux de différentes espèces, des perdrix, renards, dindons sauvages, mulots, oiseaux de proie, etc. Je suis administrateur sur le comité de la rivière qui passe près de chez moi. Cette rivière-là, elle draine la moitié de mes superficies de terre. On a planté des bandes tampons le long des cours d'eau avec 18... on a planté des fleurs, 18 variétés de fleurs pour les pollinisateurs, pour qu'il y ait des fleurs toute la saison. Le long de cette bande-là de 1 mètre de large, on a mis 5 mètres de graminées fourragères pour préserver les cours d'eau, que ça déboule dans le cours d'eau. J'aurais une conclusion aussi, c'est que les cultures pourraient utiliser que de 25 à 35 des pesticides qu'elles utilisent actuellement. Si le gouvernement s'impliquait à former une super cohorte de diplômés en technique agricole et agronomes pour transférer le rapport des stations de recherche documentées depuis longtemps et tablettées, qui confirment que c'est réalisable sur nos fermes
mais que nos gouvernements ne sont pas rendus là. Merci. Wow, super, un exemple concret. Merci. Peut-être pour compléter ce que Serge vient de dire, dans le cas du dossier des victimes des pesticides, nous, ce qu'on pense qui est important comme bonne pratique, c'est aussi ne pas culpabiliser. Donc là, je vais parler surtout du milieu agricole. Les victimes des pesticides, c'est pas seulement dans ce milieu-là, mais ne pas culpabiliser les agriculteurs et agricultrices. C'est pas de leur faute, c'est pas eux qui ont choisi à utiliser des pesticides. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que tu seras d'accord. Et donc, c'est quand même important de se rendre compte, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, il faut une cohésion internationale, parce que c'est pas la volonté des agriculteurs et agricultrices d'utiliser des pesticides. Il y a personne qui veut utiliser des pesticides. Donc, c'est important de remettre en fait le problème là où il est, c'est-à-dire les compagnies de l'industrie des pesticides et les gouvernements. Puis nous, je pense que ce qu'on pourrait aussi conseiller, c'est en parler. En fait, on se rend compte que les pesticides, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais les gens ne sont pas toujours sûrs de ce que c'est. Les victimes des pesticides, c'est quand même un sujet dont on commence à parler, mais ce n'est pas quelque chose qui est très développé. Ce n'est pas la chose la plus fun à parler, mais il faut en parler. Il faut soutenir des organismes comme le nôtre, parce qu'on essaye avec peu de moyens de soutenir les victimes, de faire changer les choses politiquement. Puis je pense que si on allait un peu plus loin, je suis d'accord aussi avec ce que Geneviève disait, aussi changer nos pratiques. On s'entend que ce n'est pas accessible à tout le monde. Je voudrais dire qu'on pourrait tous manger bio demain. On s'entend que financièrement parlant, on sait le coût que ça vaut. Mais ça fait partie aussi des choses, c'est-à-dire que ça va aussi dans la même idée de ne pas culpabiliser le monde agricole, c'est parce que c'est aussi une affaire de société qui ne concerne pas que le milieu agricole. Donc, c'est un problème qui nous concerne tous et sur lequel on peut tous agir un peu à notre niveau. Oui, c'est vraiment un choix aussi de pouvoir, tous les choix qu'on fait au quotidien, pouvoir supporter vos décisions aussi que vous faites à plus grande échelle. C'est grave. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, c'est plus profond que ça. Ça fait à peine 7-10 ans que les créanciers s'attardent à l'agriculture biologique, parce qu'avant ça, là, on ne serait même pas parti en affaires si on n'avait pas utilisé la méthode industrielle, parce qu'on n'aurait même pas eu de créanciers pour nous prêter pour démarrer. C'est ça, c'est Ça vrai. fait que c'est plus loin que ça, là. Et puis, les agriculteurs, ils sont conscients, ceux que je côtoie, ils sont conscients qu'ils polluent. Ils essayent d'utiliser le moins de produits possible, mais ils n'ont pas les moyens de faire des expériences. Ils n'ont pas les moyens financiers de faire des expériences sur leur ferme pour diminuer ça. C'est pour ça que je disais qu'il y a des recherches tablettées dans les institutions. Et puis, c'est urgent de transférer, qu'on ait du personnel pour transférer le document à la ferme. Tranquillement imposer le changement avec de l'aide, oui. Vous avez participé? Oui, donc c'est juste dire, donc, terminer sur ce qu'il disait pour dire l'agriculteur, que ce soit, comme je le découvre dans les pays du Nord, mais encore plus dans les pays du Sud, sont aussi des victimes. Ils utilisent les techniques que les ingénieurs agricoles ou agronomes plutôt leur proposent. Ça, c'est le cas de nos pays. Les gens du ministère sont venus, voilà la technique qui marche, il faut mettre 10 tonnes d'engrais, ils le mettent, ils sont contents, terminé. Donc, il n'y a pas à les victimiser, ils sont aussi victimes du système et on doit être ensemble. Alors, parlant de bonnes pratiques, moi, je vais partager 2-3 choses. Alors, tu as demandé comment on peut soutenir cette cause. Moi, je crois soutenir déjà, c'est de venir là où vous êtes. Et c'est pour ça il faut vous féliciter pour ceux qui ont pu dégager du temps à être là. Il faut venir s'informer. En réalité, comme on dit chez nous en Afrique, il y a dans une de nos langues locales, c'est pas la pauvreté qui tue, mais c'est l'ignorance qui tue. Parce que si vous ne savez pas qu'il y a du pain derrière la porte, ben vous restez là et vous crevez. Donc, venir à l'information, c'est quelque chose de super important. Et comme je suis dans un pays comme le Canada, c'est bien de parler le langage qui se comprend aussi ici, c'est de faire des dons. J'ai vu que beaucoup d'associations ici sont soutenues par des dons. Et quand je prends une structure comme SUCO qui nous accompagne, je vois encore plus d'où viennent ces ressources et d'autant plus pourquoi il faut les utiliser correctement lorsqu'ils arrivent dans nos pays. Donc, vos dons, pour ceux qui sont coutumiers de ça, sont donc utilisés pour soutenir des causes concrètes
Et je crois qu'il faut continuer parce que s'il n'y a pas de fonds innove, moi, derrière, je n'ai pas de ressources. Voilà, ça, c'est soutenir ces différentes causes-là. On ne l'a pas payé pour qu'ils disent ça. Je vous Non. promets. Non, ce n'est pas prévu, par contre, dans le script, tout ça. Voilà. Bon, maintenant, au niveau local, nous faisons un travail de proximité. Par exemple, nous avons mis en place le Forum Biodiversité, qui est un forum d'acteurs de la société civile, alors qui n'est pas structuré du tout, président, tout ça, parce que tout ce qui est formel crée des blocages, mais on fait un partage de connaissances. Et je vais vous partager 3 éléments très simples qui marchent pour la promotion de la biodiversité. Par exemple, il y a le développement de l'écotourisme. Vous savez, dans beaucoup de nos pays côtiers, quand on parle biodiversité, on parle zone humide. Or, beaucoup d'études ont démontré que les zones humides sont des endroits où grouille énormément de biodiversité avec les sites Ramsar. Au Bénin, on a pas mal de sites. L'État a ratifié Ramsar, mais les ressources après pour protéger n'existent pas. C'est là où la société civile intervient. Donc, on a beaucoup de travail qui se fait dans ces zones de mangroves avec l'écotourisme pour permettre à ceux du Nord ou autres qui veulent changer le tourisme industriel et venir pour du tourisme plus responsable, d'avoir des activités. Donc, et les populations voient alors la valeur fiduciaire de la protection de la biodiversité. Quand les gens veulent venir voir les abeilles, veulent venir voir des crabes, des crevettes dans des lacs, ça, eux, ils le prennent, ils le vendent, ils mangent. Mais quand vous leur dites des touristes peuvent venir et loger dans vos communautés en immersion, l'écotourisme est devenu un outil que beaucoup d'organisations développent. Il y a les abeilles dans les mangroves. Alors, l'histoire avec les abeilles, c'est que les abeilles, elles piquent. Donc, en introduisant les abeilles dans les zones de mangroves, on empêche les populations d'aller couper le bois de mangrove. Et donc, une façon de conserver la biodiversité. Et ça marche dans pas mal de zones dans notre zone. Bravo, bravo. Voilà. Alors, c'est la résilience en réalité. Autre élément très intéressant toujours, c'est la sacralisation de ces zones de mangrove. Alors, quand je dis sacralisation, ça peut peut-être ne pas représenter grande chose, mais dans nos milieux là-bas, les gens encore sont très croyants en des divinités. Et donc, on passe des alliances avec les responsables ou les prêtres de ces divinités qui disent que, bon, OK, les ancêtres sont dans telle zone, il ne faut pas y aller. Et donc, ça permet à la biodiversité, c'est ce que nous appelons de l'adaptation basée sur les écosystèmes. Et donc, en partant sur ces éléments, on a sacralisé une bonne partie de ce que nous appelons donc des forêts sacrées de mangroves qui permettent de séquestrer toujours la biodiversité et d'avancer. Et enfin, il y a l'éducation à l'environnement et surtout à la biodiversité. Donc, dans ces zones où on a des hauts lieux de biodiversité, les sites Ramsar, eh bien, les ONG font un gros travail de formation dans les écoles pour que les enfants voient la valeur de la biodiversité autour d'eux. J'ai un collègue de Nature Tropicale qui lui fait un gros travail avec les baleines qui viennent vers le Bénin entre juillet et septembre pour que les enfants, quand ils voient les œufs de baleine, eh bien, ils ne les récupèrent pas. Surtout les tortues aussi qui viennent pour qu'elles ne les mangent pas, mais les remettent en service. Et on a formé des éco-gardes qui sont là, qui récupèrent de nuit les œufs des tortues, qui les remettent, qui les font éclore et qui les lâchent. Et il y a pas mal de lâchers qui sont organisés de façon ludique avec les enfants. Beaucoup d'organisations mettent en place des musées. Alors, quand on parle de musée ici, c'est plutôt commun, mais dans nos pays du Sud, un musée encore de la biodiversité, ça ne dit rien à personne, mais les ONG essayent d'en mettre en place pour permettre, par l'éducation, aux futures générations d'être un peu plus conscientes que celles d'aujourd'hui. Chaque idée est bonne, il faut vraiment les encourager pour qu'elles puissent aller plus loin. Alors maintenant, on laisse place à une période de questions-réponses et à tous ceux qui sont en Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions. On a un membre de SUCO qui va nous les transmettre dans la salle. Alors, j'ai ma collègue ici qui va vous prêter le micro. Parce que dans le monde, depuis le début jusqu'à probablement la fin, on met souvent l'argent comme priorité, puis après, on met le reste.
Et beaucoup de présidents et personnes en pouvoir vont mettre plus l'argent que mettre la planète en perspective. Sauf si ton pays est en train de s'effondrer, tu vas dire qu'il faut penser économiquement. Et je crois qu'une des raisons pourquoi les pays moins développés, on pourrait dire, utilisent encore des pesticides comparés au comme Canada ou aux États-Unis, c'est parce que à cause de l'histoire, ils doivent beaucoup d'argent à comme la France ou l'Angleterre. Et les pesticides, c'est un moyen qu'ils gagnent plus d'argent, même s'ils vont perdre dans le futur. Donc, le Canada ou comme les États-Unis sont très fortunés, on pourrait dire. Ils sont plus développés. Et, Donc, j'imagine la lutte, comment entre vaincre la planète. le fait que les pays veulent utiliser pour gagner économiquement. C'est ça un peu votre question? Ouais. Est-ce qu'il y a un panéliste qui... Après ça, je vais vous laisser la parole. Merci. En fait, merci du commentaire puis du constat. Effectivement, je pense que c'est intéressant. Je voudrais quand même souligner la part historique des luttes qui ont été menées par des gens comme Serge. Parce que on a appris dernièrement, là, le ministre Charette il a fait l'annonce comme quoi le nouveau plan du Québec avec des investissements pour un tournant vers une agriculture agroécologique ou dite durable. Puis dans ce programme-là, où il y a un investissement de 15 millions qui va être fait, c'est une reconnaissance de pratiques que Serge a nommées tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire les avives, les bandes tampons, les bandes riveraines. Puis ça, ces pratiques-là, quand eux les ont mis en œuvre, là, je ne sais pas, c'est quand que vous les avez mis en œuvre, Serge? Ça fait une vingtaine d'années, vous avez dit? Oui, ça fait 19 ans. Bien, ils l'ont fait à leur propre risque. C'est des investissements qui ont été faits, j'imagine, par vous-même, peut-être avec un appui, mais ça a été des précurseurs, des gens qui ont mené une lutte qui permettent maintenant à des gens ou d'autres agriculteurs au Québec et au Canada de bénéficier de certains programmes. Mais ces luttes-là ont été faites, puis ils ont laissé de côté une certaine... En tout cas, je vais vous laisser parler peut-être de votre expérience, mais un certain revenu, puis ils l'ont fait un peu comme vous disiez tout à l'heure, sur certaines parcelles, pas sur l'ensemble. Donc, oui, il y a un impact, il y a un coût financier à ces luttes-là, puis le rôle d'organisation comme victimes des pesticides, SUCO, JVE, c'est d'appuyer ces luttes-là, puis de s'assurer que ces luttes-là deviennent moins marginales, fassent partie du grand discours, puis que ces transitions-là se fassent. Fait que des pratiques agroécologiques qui semblent maintenant chose courante, ici, bien, sont quand même issues de luttes qu'il faut reconnaître, qui ont été faites, qui sont importantes de notre histoire. Merci. Je me sens encore à part encore une fois. Moi, j'ai milité 13 ans de temps contre les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Et puis, j'ai appris un terme que je ne connaissais pas, c'est le gouvernement citoyen. C'est parce que l'argent, là, ça va toujours venir. Sauf qu'on a évité, à force de contester, on a évité l'installation du pipeline qui s'en allait à Rimouski, pas Rimouski, Au Saguenay. Saguenay, oui. Et puis, c'est la seule façon que vous puissiez gagner votre bataille, c'est de manifester. Ça a réussi. Quand on était 250 000 à Montréal, la journée de la Terre, il y a 5-6 ans de ça, on a fait virer d'abord le projet du gouvernement de ce temps-là. Voilà. Bravo, merci pour le partage. Si je peux juste compléter, parce que c'était peut-être pas forcément clair dans tout ce que je disais tout à l'heure, mais il ne faut pas penser non plus que les pesticides maintenant ne sont utilisés qu'en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que des pesticides hautement dangereux qu'on n'utilise plus dans les pays du Nord sont maintenant utilisés dans les pays du Sud. Mais ce n'est pas pour ça que le Canada et les États-Unis ne se placent pas dans les plus gros utilisateurs de pesticides. Donc aujourd'hui, comme sur l'ensemble du continent africain, en tout cas, c'est les chiffres de 2020, on pense que c'est à peu près 105 000 tonnes qui sont utilisées
par an sur le comptoir africain, alors qu'on parle de 486 000 pour Canada et États-Unis. Donc, la problématique, c'est vraiment plus sur la dangerosité des pesticides qui sont utilisés et la manière dont ils sont utilisés. Mais le Canada et les États-Unis, si on regarde d'un point de vue financier, pensent qu'il y a encore tout à fait moyen de se faire de l'argent grâce aux pesticides. Juste pour clarifier. Et si tu permets, les plus grands producteurs Bien sûr. viennent de là. Donc, la question n'est pas que l'agriculteur, parce qu'il veut se faire de l'argent. On a fait des expériences. Ils perdent de l'argent. Tu as dit dans le temps. C'est même pas dans le temps. Lorsque vous pratiquez de l'agroécologie, lorsque vous enrichissez votre sol, au bout de 4 ans, vous produisez plus que quand vous utilisez toutes ces histoires-là. Et nous, ça fait partie des éléments de terrain. On a dit aux agriculteurs, OK, vous voulez faire 10 hectares, il n'y a pas de souci. Utilisez l'engrais là où vous voulez. Laissez, je crois, c'est une bande de 50 mètres ou 200 mètres, je ne sais plus. Et là, on fait rien que de l'agroécologie, en respectant les normes agroécologiques. Ils se font après plus de l'argent sur ces parcelles. Maintenant, le problème des pays du Sud, quel est l'intérêt du coton, du soja, qui ne sont pas culturellement liés à ces pays? Là, ça devient une question de culture de rente. Et là, vous n'avez pas le choix. Le monsieur, il veut envoyer ses enfants à l'école, il est obligé de faire ses cultures de rente. Et là, sous ce prisme-là, oui, les gens sont un peu victimes et pris en cadenas. Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque le Nigeria décide de devenir le premier producteur de manioc, tout le monde a applaudi. Sauf que les gens avaient oublié que c'était pour produire de l'amidon à exporter vers l'Asie. Donc, c'est encore une fois pas pour le bien-être direct, mais c'est surtout aussi pour les devises étrangères pour payer le service de la dette. Alors, pour me situer dans le prisme de ta question, c'est encore un autre combat de la société civile pour les questions de dette. Parce qu'il y a la dette où on paye tout le temps le service de la dette pour des choses où les populations à la base ne savent pas pourquoi le pays s'est endetté, pour un pont qui est cassé, qu'on a dû refaire parce qu'il y a eu de la corruption. Alors ça, c'est encore un autre sujet très intéressant qui n'est pas lié qu'à la question de l'agriculture et des pesticides. Est-ce que nous avons une question en ligne intéressante? Ah, juste ici. La jeunesse est active, les autres? On fait Maouzé content. Ah oui, c'est bien. J'ai une question. J'ai une question. Alors, mettons un pays, ça produit beaucoup de bois, OK? Et soudainement, le gouvernement dit que c'est pas bio. Alors, on va arrêter cette production, mais il y a des millions de personnes qui perdent leur travail. Et maintenant, est-ce que est-ce qu'on a une façon pour arrêter ça? Une transition. Oui, c'est très intéressant la question que tu poses. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de l'activisme, juste dire il faut tout arrêter. Je te prends l'exemple du Gabon. Très bien, ils font du bois. Le Gabon, c'est un pays forestier de l'Afrique centrale, beaucoup de bois. Quand vous dites arrêter tout, oui, c'est toute une chaîne de gens qui vont avoir du travail, de perdu, etc. Ça, c'est ce qu'on gère au moment de la prise de décision. Mais inverse la question. Combien perdent peut-être leur vie si on n'arrête pas au bout de 10, 15, 20 ans? Alors, quand on va faire ce ratio entre les vies humaines et les emplois qu'on sauvegarde, peut-être il y a un intérêt à préserver les vies humaines futures. Et parce qu'on veut préserver les vies humaines futures, on va chercher à mettre un système qui va accompagner ce principe. Vous ne pouvez pas dire aux gens, arrêtez, allez rester à la maison, ils vont mourir de faim. Donc, on va peut-être mettre en place un système qui va permettre de reboiser. On va demander de laisser les forêts naturelles. On va plutôt aller vers des forêts qui sont plantées juste pour la consommation du bois. On va peut-être aller vers de la reconversion professionnelle, vers des gens qui vont faire autre chose que faire le métier du bois.
histoire de séquestrer plus de carbone, parce que quand on parle de bois, c'est des arbres qui ont plus de 100 ans quelquefois qu'on détruit. Donc, on a tout intérêt à réfléchir à une résilience, à une compensation, à une autre activité que celle-là. Et t'inquiète, ça a commencé dans certains pays qui se respectent. On a commencé à trouver des solutions, ne serait-ce que dans la façon de construire, c'est la résilience de l'habitat, dans la façon d'exploiter les forêts, etc., avec tout ce qui est GPS aujourd'hui, l'identification de certaines espèces qu'il ne faut plus toucher du tout. Vous ne pouvez plus les couper parce que c'est protégé. Et c'est vers ces choses-là qu'il faut aller. Mais sinon, la question, elle est pertinente et elle est valable pour tout ce qui est production de biodiversité. On ne peut pas tout arrêter tout de suite, mais il faut mettre en place des systèmes qui permettent aux gens de se réinventer autre chose et de vivre de ça. C'est une super belle question qui nous permet de parler de la transition. Puis je voudrais juste parler aussi parce que le thème « Amener des forêts » est aussi super important. Puis une des choses dont on parle maintenant, c'est les zones conservées ou protéger des zones pour maintenir la biodiversité. Par contre, dans le cas des forêts, je trouve que le thème choisi est vraiment intéressant. Les forêts ont aussi une signification importante pour les populations locales. Des forêts sacrées, mais aussi en a parlé, des forêts. Donc c'est toute cette question-là sur comment en fait, l'être humain fait partie du système écologique, de l'écosystème. Donc, comment assurer une transition puis un usage des forêts qui permet aux êtres humains d'être dedans, mais sans exploiter la ressource à court terme, c'est ça. Donc, assurer cette transition-là. Puis la question que tu poses, on la voit aussi dans l'énergie. Pour le Canada, disons, ce qui se pose chez nous, c'est comment une transition des énergies fossiles, alors que d'un côté, on est ici à faire une promotion de la biodiversité et en parler, mais quand même, le Canada est propriétaire d'un pipeline, puis on fait d'autres enjeux. Donc, comment faire cette transition-là, puis une transition juste, puis les deux collègues en ont parlé sans culpabiliser les gens, c'est pas ça qu'on veut faire, sans les rendre plus pauvres, c'est pas ça l'idée non plus, mais comme disait Mawoussé, permettre la survie des êtres humains dans une perspective un peu plus longue. Donc, c'est toute la question de la transition qui est pas si simple à répondre, mais qu'on essaye de répondre, puis que les jeunes, vous faites partie. On veut vous entendre sur les réponses. C'est ça. Exact. Donc, on va arrêter pour le moment, mais rien n'est impossible pour les personnes sur place de venir poser vos questions aux panélistes. Donc, pour en ligne, c'est terminé, mais on vous invite à un prochain panel vendredi prochain à 15h. Donc, je vais inviter maintenant Maureen, chargée de la programmation nationale de SUCO, pour venir présenter